proposé au mariage de Bram. Marion Dorn, Fairchild, je pense que c'est Fairchild, va très probablement finir par me tuer. Psst, Marion, murmure-t-elle durant notre promenade autour des jardins du palais. Avant que je puisse protester, elle m'attire par le coude vers les serres en verre de l'orangerie. Le petit manège d'Ivy Benton avec le prince Bram avait beau être insupportable, il a au moins permis que la vicomtesse Bolingbroke nous lâche un peu. Fess a le souffle court, les joues rouges d'effort. Ses cheveux sombres sont coiffés en couronne au-dessus de son crâne. Mais il fait humide aujourd'hui et de petites boucles entourent ses oreilles. Elle passe la langue sur ses lèvres pulpeuses et... Marion, lâche-t-elle avec plus de fermeté. Et je reviens à l'instant présent. Ressaisis-toi. Je voulais te parler de quelque chose. Tout ce que tu veux. Merci pour le follow, merci. Je me retiens de le dire. Pour le follow, merci. Ce serait stupide. Ça te dérangerait qu'Olive et moi échangions de chambre? Je cligne des yeux plusieurs fois. Échanger de chambre? Oui, pour qu'on puisse être ensemble, explique Fess dans un soupir. Je ne supporte même pas de regarder Ivy. Je sais qu'elle file en douce avec Emmett, et après son petit numéro avec Bram, je serais capable de l'étouffer dans son sommeil. C'est vraiment plus sûr pour tout le monde. Je ne pense pas qu'Olive refusera de changer de lit pour que je puisse m'installer avec toi. Je glousse à sa plaisanterie, mais mon rire sonne creux. C'est à cause d'Emmett, bien sûr. J'aurais dû le voir venir. Quelle idiote j'ai été d'imaginer autre chose. Oh, Marion Dorn aurait des sentiments pour Fess. Mais non, la dinguerie. Fess m'a confié son aventure avec lui le deuxième soir au cottage. J'étais dehors à contempler le coucher de soleil sur le jardin aux roses quand elle est sortie en trombe et a grommelé quelques mots sur son besoin d'un grand bol d'air. J'ai volé dans la cuisine 2 verres d'eau et une bouteille poussiéreuse remplie d'un liquide non identifié pour m'installer avec elle sur un vieux banc couvert de mousse. Tu sembles avoir besoin de te confier, ai-je constaté. Et c'est ce qu'elle a fait. Je n'allais pas passer à côté de l'occasion d'être près d'elle. À la minute même où je l'ai aperçue de profil à la parade au pacte, j'ai été énamourée. Oui, disons-le, énamourée. Elle m'a paru instantanément familière, comme si une corde la reliait directement à mon cœur. Et chaque fois que je voyais son visage, une force invisible m'attirait vers elle. Oh, dinguerie, mais c'est un truc de fou. Comment toutes les candidates, en fait, elles sont toutes éliminées au fur et à mesure. Il y en a une, elle veut se barrer. Il y en a une, elle a peur du prince, elle n'a pas envie d'être reine. Il y en a une, elle est amoureuse d'une autre candidate. C'est une dinguerie tout ce qui se passe. Je croyais que je pourrais l'aimer, m'a-t-elle expliqué cette nuit-là dans le jardin. Ça me semble idiot maintenant. Je ne pense pas que l'amour soit jamais idiot. C'est pour cela que tu es ici, m'a-t-elle demandé. Parce que tu crois que tu pourrais aimer Bram? Oh non, dis-je sincèrement. Ah, j'ai zappé une page. Hardouk. C'était plutôt le contraire, mais je ne lui ai pas dit. Et toi, c'est pour cela que tu es ici, ai-je demandé en retour. Pour te venger. Elle a poussé un sourire, comme si le poids du monde venait de se poser sur ses épaules. Non, Emmett ne m'aime pas de cette façon. Je ne pourrais jamais le rendre jaloux, même si j'essayais. Je pensais pourtant. Ce que nous avions, lui et moi, c'est difficile à expliquer. Nous avions besoin l'un de l'autre. J'arrive à comprendre ce sentiment, en quelque sorte du moins. Si ce n'est pas ici, si tu n'es pas ici pour rendre Emmett jaloux, alors pourquoi? Fess s'est mordillé la lèvre inférieure si fort que je craignais qu'elle se fasse saigner. Il aurait alors fallu que je me montre chevaleresque en sortant par exemple
maison, et je ne voulais rien laisser au hasard. Il m'aurait obligé à accepter la première offre qu'on me faisait, simplement pour que je ne sois plus son problème. Je me suis dit que Bram était ma meilleure option. Quel cliché je fais, hein? Je trouve que tu es bien plus qu'un cliché, dis-je, trop honnête. Fess a souri. Je voulais continuer à la faire sourire. Tu es peut-être la seule à le penser. Je m'étais trouvée particulièrement intelligente d'avoir signé pour avoir la chance d'épouser le prince. Mes fiançailles sont le sujet de toutes les conversations à la table des Thorn, d'aussi loin que remontent mes souvenirs. L'Angleterre de la Reine Mort est complètement isolée du reste du monde. Hormis un commerce très régulier et indispensable, nous n'avons pratiquement aucun contact avec les autres pays. On raconte qu'on peut voir la France depuis Douvres, les jours de beau temps. La lumière est, paraît-il, magnifique quand elle se reflète sur le mur qu'ils ont bâti il y a 400 ans. Merci pour le follow. Merci. Pour empêcher la Reine Mort de les attaquer. Ah, mais moi j'avais pas tilté qu'elle avait construit un mur il y a 400 ans après la guerre. J'avais pas fait le lien, moi. Chaque pays semble avoir sa propre théorie quant à la longévité exceptionnelle de son règne. Ange ou démon, cela dépend qui vous interrogez. Pour la famille de mon père, c'est un monstre. Rien d'autre ne peut expliquer qu'une femme vive pour toujours. Ah oui, d'accord. C'est forcément un monstre, elle est immortelle. Bon, après, il a pas tort, elle est pas très gentille. On ne sort pas dans la forêt le jeudi, et on ne quitte sûrement pas son foyer pour aller vivre en Angleterre. Malheureusement, comme le raconte mon père, la sécheresse s'est abattue sur les terres de sa famille, au Ghana, et il n'a plus eu le choix. Il est monté à bord d'un bateau avec d'autres pauvres bougres qui ne croyaient plus aux démons que dans les mythes, et a traversé un ancien océan. Non, un océan hostile, je sais pas d'où je sors ces mots, ça n'a pas de sens. Par le décret royal de 1597, tous ceux qui sont assez courageux pour passer un marché avec la Reine Mort reçoivent la citoyenneté britannique. Ah, c'est donc ça, si tu fais un vœu auprès de la reine, tu deviens citoyen britannique. Et du coup, t'es obligé de rester dans le pays, je suppose. Il n'avait que 18 ans quand il s'est agenouillé devant elle. Merci pour le follow. Merci. Pour demander 100 rouleaux de tissu et une machine à coudre. Oh, c'est cher payé quand même. En un an, il est devenu le tailleur le plus recherché de la très chic rue londonienne de Savile Row. Un an plus tard encore, il a investi l'argent qu'il avait gagné pour ouvrir un magasin. Il contrôle à présent la moitié du quartier des commerces de Londres, dans le West End. Il a changé son nom de famille d'Ayapong en Thorn, comme on abandonne un vieux manteau pour se glisser dans un nouveau qu'on n'aime pas autant. Oh, le qu'on n'aime pas autant, il fait mal vraiment. C'est en mode j'ai cette vie, mais en fait, elle vaut pas plus que ma précédente, quoi. La Reine Mort lui a pris sa capacité à rêver. Il m'a dit un jour que s'il pouvait encore le faire, il rêverait de son pays natal. Oh, c'est trop triste. Incroyable conteur et homme d'affaires impitoyable, il est vite devenu un favori de la cour. Et la reine lui a accordé son duché en moins de temps qu'il ne lui en avait fallu pour acheter sa première boutique. L'été de ses 23 ans, il a rencontré ma mère, une Anglaise respectable, ayant grandi dans une propriété près des Cornouailles, et ils se sont mariés 2 mois plus tard. C'était rapide. Je suis arrivée l'hiver suivant, et mes parents ont tout de suite élaboré des plans pour me trouver un bon parti. Mon père était peut-être duc, mais il ne l'était pas depuis très longtemps, et il savait qu'il devait assurer l'héritage de sa famille. Ce qui voulait dire un mariage, ce qui voulait dire moi. Mon avenir a toujours ressemblé à une fosse qui se remplit de sable. Je ne pouvais rien faire pour contrer l'inévitable. J'ai appris la couture et le pianoforte.
Je suis devenue une experte du whist et je reconnaissais toutes les plantes qui poussaient à la lisière de la forêt autour de notre propriété. Est, ma petite sœur, était mon ombre, ma partenaire. Notre gouvernante et nos précepteurs nous faisaient marcher à la baguette et à 10 et 12 ans, nous étions capables d'organiser un banquet, de calculer le budget d'un foyer et de danser des quadrilles parfaits. Nous étions de petites filles sages, promettant de devenir des épouses modèles. Après nos leçons, je faisais de grandes promenades pour m'aérer jusqu'à ce que je n'ai plus de sentiment de devoir m'échapper de ma propre peau. Quand j'ai eu 15 ans, j'ai embrassé une fille pour la première fois à la fête de l'équinoxe de Lady Richfield. Et ensuite, j'ai vomi dans un buisson d'hortensia. Bah, comment ça? Mais t'aimes ça ou t'aimes pas ça, du coup? Attends, je suis troublée. Penny Richfield avait 2 ans de plus que moi, et elle a rougi quand nos mains se sont frôlées au-dessus du bol de crème caillée. Le bol de crème caillée, c'est pour me terminer. Elle a épousé le fils cadet d'un vicomte à l'automne de l'année passée et fait désormais semblant de ne pas me connaître. Oh. Mon avenir est devenu une tombe qui se remplit de terre. Je faisais rire tout le monde à toutes les soirées de la saison. Je rêvais de sauter à bord d'un bateau vers Accra pour trouver la famille de mon père et construire une vie totalement différente de celle qui m'est proposée. Merci pour le cadeau. Merci beaucoup pour le cœur, c'est très gentil. Mais je ne pouvais pas briser le cœur de mes parents ou celui d'Est. Alors j'ai enfoui tout ce qui est vraiment moi au fin fond de mon être, dans un endroit inaccessible. J'ai passé ma robe pour la parade au pacte, comme si je m'habillais pour mon enterrement. Oh. Je trouve que c'est le chapitre qui me remue le plus. La façon dont c'est écrit. Vraiment, c'est une condamnée, quoi, qui marche vers sa pendaison. C'est... Merci pour le follow. Merci beaucoup, c'est adorable. Hello, hello. Le livre qu'on est en train de lire, c'est Le Pacte des Roses. Oh, il fait mal, hein. Il fait mal. Et alors, la reine Mort a annoncé que c'était la saison où son fils allait se marier. Le plan a surgi dans mon esprit avec l'urgence de la nécessité absolue. Je participerai, je perdrai, je serai libre. Eh oui, parce que du coup, interdiction de se marier, elle a tout à y gagner. Signer ce contrat avec mon sang a été la chose la plus facile que j'ai jamais faite. Pas de mari, sniff, sniff, je trouverai un moyen de surmonter. J'ai cependant perdu le sommeil en imaginant la réaction de mes parents. Ils se sont battus si dur pour nous offrir cette vie, à ma sœur et à moi. Je n'ai surtout pas envie de les décevoir. Je ne supporte pas cette idée. Mais je trouverai une façon pour réinventer cet échec quand je devrai en parler à ma famille. Nous pourrons encore sortir victorieux de cette histoire. Hello, hello, bonsoir. Ah non mais clairement c'est banger pour elle. Franchement, elle, c'est celle qui avait le plus, c'était le plus positif pour elle, de signer ce pacte. C'est pour cela que j'ai tout fait pour ne pas être éliminée lors de l'épreuve de l'arbre de mai. Je devais donner l'illusion que j'essayais. Oh là 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 là. Bram ne me choisira jamais, c'est évident. Je ne fais plus aucun effort à présent, mais ils n'ont pas besoin de le savoir. Et ils n'ont pas besoin non plus de connaître mon pacte. L'histoire que j'ai racontée aux autres filles sur mes migraines est vraie. J'en souffre depuis toute petite, mais je n'ai pas demandé que la reine Mort m'en guérisse. Quand elle m'a demandé quelle était ma plus grande peur, je l'ai regardée droit dans les yeux et j'ai dit « Vivre pour toujours une vie aussi minable que celle que je vis. Si je dois broder encore un autre coussin, je me jetterai dans la Tamise. » Elle a ri et je me suis sentie étrangement fière de moi. Quand je lui ai demandé de faire de moi une grande écrivaine, elle a soudain pris un air sérieux
Fairchild. Marion, Fess m'interpelle et je reviens à moi, à l'orangerie, à elle et à son visage. Alors, on change de chambre, demande-t-elle. Tout ce que tu veux, dis-je. Trop honnête, encore une fois. Merci beaucoup. Magnifique. Je déménagerai mes affaires ce soir. Tu es sûre qu'Olive sera d'accord? C'est un ange. Ivy devra accepter le cadeau. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Merci pour le cadeau. Ivy devra accepter de dormir avec une veilleuse, mais ce n'est pas si grave. Marché conclu. Fess me tend la main et je la prends. Marché conclu. On ne sait pas ce qu'elle a échangé, mais je me demande si c'est pas le fait qu'elle ne puisse plus mentir et qu'elle doit tout le temps être honnête, parce que ça fait plusieurs fois qu'elle dit trop honnête, trop honnête. Je me demande si c'est pas ça. En tout cas, on a fini le premier chapitre de ce soir. Et comme je vous l'avais promis, on va enchaîner sur un deuxième chapitre. Le chapitre 19. Là, on est sorti du coup de la vie de Marion. Et on reprend sur notre héroïne, sur Ivy. Chapitre 19. La matinée a été étrange. J'ai été réveillée par Olive qui traînait sa malle dans ma chambre en soufflant péniblement. Fess a dit qu'on échangeait nos chambres, a-t-elle expliqué, avant d'arranger ses chiens en peluche sur son oreiller. Ah, vraiment? De l'autre côté du couloir, j'ai trouvé Fess et Marion occupés à ranger les affaires de Fess. Personne n'a jugé bon de me demander mon avis. La vérité, c'est que je plains Fess, mais je doute qu'elle le prenne aussi bien si je le lui disais. Elles ont levé les yeux vers moi. Au moins, Marion a eu la décence d'adopter un air penaud. Ça ne semblait pas nécessaire, a répondu Fess pour les deux. Elle me fait peur aussi. Elle en sait autant que moi sur Bram, mais elle a un visage d'ange et de l'expérience avec les garçons. Je suis sûre qu'Emmett n'a pas eu besoin de lui expliquer l'art de la séduction. C'est l'heure de l'invitation de la reine dans son salon privé. Nous traversons toute l'immense pelouse verdoyante vers le palais dans un silence tendu. Hello, hello, bonsoir, bonsoir. Une douzaine de ces étranges valets de pieds muets, comme des carpes, nous attendent dans un des petits salons des appartements de la reine. La vicomtesse Bolingbroke pose ses mains sur ses hanches. J'espère que vous êtes prête pour une autre leçon de Sa Majesté. J'ai entendu dire que vous vous étiez vraiment bien amusé lors de la dernière. Pas vraiment, non. On a failli mourir. C'était pas ouf. Je savais que cela nous pendait au nez. Et pourtant, un frisson me traverse le dos. Une bonne épouse possède de nombreux talents, enchaîne la vicomtesse. Elle doit être une hôtesse parfaite, une intendante sérieuse. C'est le cœur et l'âme de son foyer. Merci pour le cadeau. Merci pour les roses, c'est adorable. Elle doit offrir à son mari confort et compréhension. La reine mort en fait-elle de même avec ses maris? Demande Marion. Elle est derrière Fess, mais sa voix porte à travers la pièce, qui plonge dans un silence pesant. La vicomtesse Bolingbroke penche la tête, son visage plus fermé que jamais. Elle n'est pas une épouse, c'est une reine. De grosses gouttes glacées de terreur dégoulinent sur ma nuque. La vicomtesse adresse un signe au valet de pied qui ouvre les portes sur un salon encore plus grand que celui dans lequel nous nous trouvons. Amy, sans doute enhardie par son statut de numéro 1 actuel, fait le premier pas. Greer, qui ne peut pas tourner à gauche, exécute un cercle complet pour nous suivre. 3 larges fenêtres donnent sur le parc, où des visiteurs et des sujets de la cour se prélassent au soleil de printemps. Le salon n'a rien d'extraordinaire, si ce n'est sa taille. La tapisserie se décline en teintes vert sauge et bleu lavande pour se marier au tapis à motifs. Des fauteuils et des canapés sont répartis dans le vaste espace, ainsi qu'un pianoforte, une table de whist, un panier avec du matériel de broderie, le tout réchauffé par un feu de cheminée.
de remarquer sa présence, elle ouvre un éventail en plumes de pain. « Et maintenant ?» demande Greer. Un valet de pied s'éclaircit la voix et nous nous tournons vers lui. Conformément au dessein de Sa Majesté, vous trouverez 6 ateliers différents. Il désigne les drapeaux dorés placés dans la salle. Vous resterez sur un atelier pendant 10 minutes et à la cloche, vous passerez au suivant. Cela durera jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule jeune fille. La dernière à participer aura alors gagné l'épreuve et se verra recevoir les faveurs de Sa Majesté. Ok. C'est un peu bizarre ça. C'est quoi ces ateliers? C'est un exercice d'endurance, comme la compétition de l'arbre de mai. Prête? Demande le valet de pied. Et comme nous n'avons pas le choix, nous acquiesçons toutes. Je m'assois à côté du panier de matériel à broderie. Merci. Parce que c'est selon moi la tâche la plus facile pour commencer. J'ai appris à coudre avant de savoir lire. 6 cerceaux sont placés en une rangée et reliés entre eux par un ruban de soie. Je m'empare de celui sur lequel est écrit mon nom. Le motif a été tracé au crayon. Je le soulève dans la lumière pour déchiffrer les lettres. Effronté et fruste, une version bien moins jolie que sa folle de sœur déchue. Ça te met face à tes pires défauts et à tes pires craintes. Les choses qui te font mal à entendre, qu'elles soient vraies ou fausses. Comment c'est horrible. J'en ai les larmes aux yeux et une boule de furie dans la gorge. Au hasard, je choisis un autre cerceau. Sur celui de Greer, je lis « Condamné à vieillir aussi mal que sa mère, avec la moitié de son aisance en société. » Sur celui d'Amy, aucun talent, impossible de se fier à elle, une honte pour sa famille. Qu'est-ce que c'est? Je demande horrifiée. L'épouse de Bram devra avoir la peau dure. Ne laissez pas les aiguilles vous blesser, ma chère. Elle est horrible. La vicomtesse part tranquillement dans l'autre pièce, refusant de débattre plus avant. Ravalant ma colère, je pique mon aiguille dans le tissu. Marion est assise au pianoforte à côté de la fenêtre. Olive s'installe devant une large table couverte de bouts de papier. Ça va être pareil sur tous les trucs, j'ai l'impression. Fess, Amy et Greer partent dans la pièce voisine. Tout cela est tellement ordinaire, ce qui rend la situation encore plus sinistre. Le valet de pied sonne la cloche. L'épreuve commence. Le silence règne pendant quelques minutes. Il ne se passe rien. Mais soudain, Marion fait une fausse note et retire sa main du clavier, comme si elle s'était brûlée. Si tu fais une fausse note, ça te fait mal. Déconcertée, je rate un point. J'ai alors l'impression qu'une aiguille invisible s'enfonce dans mon majeur. Du sang jaillit et coule le long du fil doré entre mes doigts. Elles n'ont pas le droit à l'erreur. Oh mon Dieu, c'est horrible. Je lève les yeux vers Olive qui, les dents serrées, agite une jambe de manière incontrôlée. Oh là 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 là. De l'autre pièce, nous parviennent des voix, de la musique et soudain, un fracas de porcelaine. Je garde les yeux rivés sur mon ouvrage, de peur de rater un autre point. Je brode pendant 10 minutes les mots horribles qui étaient écrits sur le tissu et change d'atelier. Le pianoforte. Je comprends tout de suite pourquoi Marion a crié. J'appuie sur la mauvaise touche, le la bémol, et une vive décharge me foudroie le doigt jusqu'à l'os. Je remets les mains sur le clavier et de l'autre côté de la salle, Olive se pique. La cloche retentit après 10 minutes. Je transpire à grosses gouttes. Je suis terrorisée par la douleur qui m'attend si je commets une erreur. Mon troisième défi est la grande table. Je trouve éparpillées des listes de noms, dès lors
recevoir ma punition si je me trompe. Je pose un nom, et une douleur fulgurante remonte de mon pied à ma hanche, en passant par ma cheville et mon genou. Ma jambe se dérobe, mais je me retiens de justesse. La cloche sonne. Je passe dans l'autre pièce. Je dois d'abord m'asseoir devant un valet de pied qui endosse le rôle d'un invité et raconte une histoire de jardinage assommante. Si je m'assoupis ou détourne les yeux, ne serait-ce qu'une seconde, je reçois une décharge dans le dos. L'atelier suivant consiste à placer une assiette en porcelaine sur la tête et marcher parfaitement droite. Après un tour complet de la pièce, un valet de pied pose une deuxième assiette sur la première, puis une troisième, et ainsi de suite. Si on fait tomber une assiette, on repart avec les bris de porcelaine dans les mains. D'accord. Le poids sur ma tête dépasse ce que j'imaginais. J'en suis à mon premier circuit quand la reine fait son apparition pour nous regarder. Je ne comprends pas ce qu'elle apprécie le plus. Nous voir souffrir, le pouvoir qu'elle détient sur nous. Ou peut-être qu'elle s'ennuie tellement après tout ce temps qu'elle ne sait plus que faire pour se distraire. Elle remonte le bord du tapis du bout de son escarpin argenté. Mon talon se prend dedans et je tombe à genoux. C'est inacceptable, Lady Ivy. Une princesse doit avoir un équilibre parfait. Merci pour le follow. Merci beaucoup. C'est vraiment une telle follow. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci pour le follow. Merci. C'est vraiment une telle, c'est horrible. Furieuse, je rassemble les éclats dans mes mains. Je fais un autre tour, tellement en colère que je trébuche une nouvelle fois et une deuxième assiette tombe à mes pieds. J'ai les mains en sang, de minuscules entailles sur la peau. La dernière épreuve consiste à danser seul. Si on rate un pas, on se tord la cheville et on tombe. J'enchaîne 4 chutes de suite, chacune plus douloureuse que la précédente. Des larmes silencieuses noient mes joues. À mi-chemin dans l'épreuve, un cri me fait sursauter. Je m'écroule aussitôt comme si on venait de couper les ficelles qui me maintenaient debout. Le tapis me mord. Quoi? Comment ça, le tapis mord? Ça suffit. Marion est debout, dans un coin de la pièce, des assiettes brisées au sol devant elle. Un valet de pied accourt pour ramasser les éclats et les lui mettre dans les mains. Mais elle ne le laisse pas faire. Elle s'écarte et, d'un grand geste, fait tomber toute la pile d'assiettes en porcelaine blanche. Il doit y en avoir plus d'une centaine. Le vacarme est assourdissant. Vas-y Marion, t'as trop raison, t'es la meilleure. La musique s'interrompt. Les autres filles accourent dans notre pièce. Nous avons les mains en sang, le souffle court et de grosses gouttes de transpiration sur le front. Après 1 heure d'effort. Ça suffit, répète Marion. Si Bram me veut pour épouse, il sait où me trouver. Elle sort en trombe, ne laissant derrière elle qu'un silence abasourdi. Oh, la Queen. Je suis désolée Marion, c'est la Queen. Elle dit les termes. Bon, on part hein, sur le chapitre 20. On enchaîne, on y va là. Pendant un moment, nous échangeons simplement les regards stupéfaits sans un bruit. Olive suce le sang qui coule de son index. Mon corps tremble encore des efforts fournis et je m'écroule sur un sofa. Amy me rejoint en soupirant. Comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé, le valet de pied sonne le début de la rotation suivante. Et soudain, sans un mot, nous nous mettons d'accord, l'idée nous traversant l'esprit en même temps. Si nous refusons toutes de participer, il n'y aura ni vainqueur, ni perdante. Let's go. Disons que c'est match nul, propose Greer. Tu lis dans mes pensées, confirme Amy. Pareil pour moi, dis-je. Évidemment, renchérit Fess. Olive se contente de hocher la tête, son doigt toujours en bouche. Alors que nous montons l'escalier, elle s'arrête brusquement. Oh, mon bracelet, s'exclame-t-elle. Il a dû se détacher. Attendez-moi un instant, je reviens. Oh, elle va continuer
les yeux vers l'arbre qui monte jusqu'au plafond, ses feuilles caressant les vitres alvéolées. J'éprouvais une telle détermination le jour de la parade au pacte, quand j'ai vu cet arbre pour la première fois. Maintenant, je me sens juste éreintée. Olive réapparaît dans l'escalier un instant plus tard. Malgré mes craintes que les valets de pied, la garde royale ou la reine elle-même nous arrêtent, nous sortons du palais et traversons la pelouse jusqu'à notre cottage sans encombre. Marion est assise à la table de la salle à manger, une belle assiette devant elle. Elle ouvre de grands yeux en nous voyant. Que s'est-il passé? Amy prend place à côté d'elle et attrape un scone. On a décidé que tu avais raison. Marion est émue aux larmes, mais elle ne dit rien. Fess s'assoit à son tour et pose une main sur son épaule pour la réconforter. Le déjeuner se passe en silence, tendus comme des enfants qui se préparent à être grondés. Nous sursautons au moindre craquement du plancher, inquiètes des conséquences de notre rébellion. À l'heure du goûter, on frappe à notre porte. Nous nous crispons. J'y vais, dis-je. Un valet de pied me tend un paquet emballé dans du papier craft. Je le déchire rapidement pour trouver un livre à la couverture verte que je reconnais immédiatement. Je m'élance vers ma chambre. C'était quoi? Demande Olive. Une lettre de ma mère. Merci. Assise sur mon lit, j'admire le titre écrit en lettres dorées, les failles des îles Britanniques. À l'intérieur, je trouve une note de Bram. Un livre sur la magie, pour une fille qui n'en manque pas. Oh, let's go. Mais j'ai eu tellement peur. Je crois que c'était un truc que la reine avait envoyé. Genre, elle ouvre le livre et il y a un doigt coupé, tu vois. J'imaginais le pire, mais vraiment. Oh, non, ok, il gagne des points. Bram, il a une mère horrible. T'as pas envie de l'avoir en belle-mère. Mais là, il gagne des points. C'est la même édition que celle que j'avais enfant. Au verso de la couverture, je découvre une annotation. Bibliothèque de J.B. Cadwallader Lane, Angleterre, 1702. Je serre l'ouvrage contre ma poitrine, respire son odeur avec délice et le glisse sous mon matelas. Ce soir, nous sommes attendus au bal masqué. Ohé, ohé. Des Welby. Désolée, j'ai pas pu m'en empêcher. Le comte et la comtesse Welby comptent parmi les plus jeunes sujets de la couronne. Ils sont connus pour organiser les soirées extravagantes de la saison. La fête ne commence pas avant 22 heures et ne se terminera sans doute pas avant l'aube. Le cottage se transforme en une tornade de soie, de bijoux et de plumes. Olive passe en courant de notre chambre à celle de Marion, vêtue seulement d'un chemisier et d'une paire d'ailes de papillon. Trop grande, l'énorme queue de pan de grille se coince dans l'escalier. Amy doit la pousser pour la faire descendre. Elle s'étouffe de rire, au bord des larmes. Pendant ce temps, Lottie me retient immobile devant la glace pour placer consciencieusement des cristaux dans mes cheveux remontés sur ma tête. Elle utilise même de la colle pour en fixer quelques-uns sur mes pommettes et au coin de mes yeux. Oh, ah bah bonjour les soins de la peau, super. Ma robe ce soir est bleu nuit, avec des manches qui descendent jusqu'au poignet et un décolleté audacieux. Elle est entièrement brodée de constellations dorées. Lottie me fait signe de me lever pour attacher sur mes épaules une cape étincelante d'étoiles filantes et le bouquet final, une tiare étoilée avec un croissant de lune en son centre. Je dois bien avouer que je suis renversante. C'est bon, on n'a pas sauté de page. Oh Lottie, vous vous êtes surpassée. Il va s'évanouir en vous voyant, assure-t-elle fièrement. Je réprime un sourire en imaginant le visage ébahi d'Emmett dans la salle de bal. Je chasse aussitôt cette idée, furieuse contre moi de l'avoir laissée éclore dans mon esprit. La fête bat déjà
larges marches devant la maison sont éclairées par des torches et les convives en superbe tenue se déversent dans la nuit. En descendant des calèches, nous nous aidons les unes des autres. Merci pour le follow. Merci beaucoup. À attacher nos masques. Pour le follow. Merci. Le mien est en maille argentée délicat. Celui d'Olive a des ailes de monarque qui s'assortissent parfaitement à sa robe papillon noir et orange, pratiquement de la même teinte que ses cheveux roux. La foule s'écarte sur notre passage. Nous sommes vraiment époustouflantes dans nos robes de bal masquées. Amy, à ma droite, est vêtue tout de noir, déguisée en chauve-souris. Elle a des ailes fixées au majeur, qui s'évasent quand elle tend les bras. On est actuellement en train de lire Le Pacte des Roses. Marion rayonne en sirène avec son diadème de coquillages et de perles. Mais c'est de fesses que je suis jalouse. Elle est habillée comme la Juliette de Roméo. Sa robe est la plus simple des 6, en soie crème, lacée sur le devant. Un bandeau doré retient en arrière ses boucles sombres qui cascadent dans son dos. Elle semble sortie d'un monde enchanté. Elle me décoche un regard noir quand elle voit que je la contemple. Comme d'habitude, on ne nous donne pas de carnet de bal comme aux autres débutantes. Nous nous réunissons autour de la tour de champagne et commentons les tenues des autres invités. Je sens soudain qu'on me tire par le bras et je sursaute pour le follow. Merci. Je sursaute sans la moindre grâce, stupéfaite de voir Lydia. Qu'est-ce que tu fais ici? Elle a meilleure mine pour le cadeau. Merci beaucoup, c'est adorable. Elle a meilleure mine que la dernière fois que je l'ai vue. Ses joues ont plus de couleurs et ses cheveux sont moins ternes. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Oui, je vous adore. Son déguisement, en revanche, n'a rien d'original. Elle porte une robe en soie lavande que maman a cousue pour sa première saison, il y a 2 ans. Le follow. Merci. Avec des fleurs fraîches piquées dans ses boucles blondes. Maman a pensé que cela me ferait du bien. Ma mère apparaît derrière elle, accompagnée de mon père. Je les enlace tous les 3, surprise de constater combien mon corps se détend. Je n'étais même pas consciente qu'il me manquait tant. Ma mère m'attrape les 2 mains en conspiratrice. Raconte-moi tout. Malheureusement, je ne peux pas partager avec elle de ragots juteux et je refuse de l'inquiéter avec mes angoisses. C'est le problème avec une mère qui se souvient de tout. Il faut que je fasse attention à ce que je lui confie. C'est le bonheur. Les autres filles sont adorables et le prince Bram est un vrai gentleman. Elle sourit et je me rappelle alors pourquoi je fais tout ça. Les épreuves et la douleur valent bien la joie que je lis sur son visage. Des trompettes retentissantes et les portes s'ouvrent pour laisser entrer les 2 princes. Quand j'aperçois Emmett, je me sens soudain ébranlée, coupée en 2 par mes conflits intérieurs. D'un côté, j'ai envie d'être la gentille petite fille sage à sa maman, qui aide sa famille à réintégrer la société. Mais d'un autre côté, je suis l'allié d'Emmett, et je veux avec lui tout ravager pour construire un monde nouveau et meilleur. Nerveuse, je tourne la bague de Bram autour de mon index. Avec mes parents près de moi, je me sens comme une enfant qui recherche protection et reconnaissance. La voix d'Emmett résonne dans mon esprit. Vous pourriez être reine. La vicomtesse Bolingbroke me fait signe de rejoindre le reste du groupe, maintenant que Bram est arrivé. Le prince s'avance droit vers nous, ébloui par nos tenues. Il est déguisé en pirate, manteau noir en velours et chemise blanche bouffante, ouverte sur le cou. Il se tourne vers mes parents pour se présenter poliment. Ma mère glousse comme une écolière et mon père le dévore des yeux comme s'il était le fils qu'il avait toujours voulu. Bram entraîne Olive dans une valse avant de nous faire danser chacune à tour de rôle. Vous vous
heure que la soirée a commencé et je n'ai plus revu Lydia. Je me demande amèrement si elle a pu rentrer à la maison sans me dire au revoir. La fête ne semble pas toucher à sa fin, merci. Mais la vicomtesse ronfle déjà, vautrée dans un fauteuil, après quelques coupes de champagne de trop. Bon alors, madame la vicomtesse, on tient pas la route. Je sors dans le jardin, où les torches projettent de longues ombres sur les haies et les chênes tordus, à la recherche de ma sœur, le voleur, merci. Sur ma gauche, une partie de crochet a été organisée, mais je ne risque pas d'y trouver Lydia. Alors je me dirige à droite, où il fait plus noir et plus calme. Lydia, seul le vent me répond en soufflant dans les arbres fruitiers et les haies taillées en forme d'animaux. Lydia, Lady Ivy, c'est vous, demande une voix d'homme. Emmett, je le vois à présent. Il avance vers moi dans l'obscurité, auréolé du clair de lune. Je cherchais ma sœur, et moi, je vous cherchais. Oh, venez vite. Il tend la main, comme pour me prendre la mienne, mais se ravise et l'enfonce finalement dans sa poche. Il porte un pourpoint ouvert avec une fausse couronne légèrement de travers sur ses boucles noires. Cela fait déjà des heures que nous avons retiré nos masques. Qu'êtes-vous supposé être? Je demande interloqué. Un prince, répond-il, un sourire charmeur aux lèvres. C'est de la triche, vous êtes déjà un prince. Là, je suis un prince, d'autrefois, ou quelque chose comme ça, précise-t-il avec un geste vague pour sa tenue. Ouais, le gars, il a fait aucun effort pour la soirée, quoi. C'est le déguisement le plus paresseux que j'ai jamais vu. Il porte une main théâtrale à son cœur. Vous me blessez, Lady Ivy. Nous n'avons pas tous la chance d'avoir des déguisements aussi impressionnants que le vôtre. Vous êtes impressionné. Ah. Et moi, j'ai une page en moins. Ses yeux se promènent le long de mon corps. Bon, calme-toi quand même. Avant de revenir sur mon visage, je frissonne comme s'il venait de me toucher. Vous avez l'air d'une étoile tombée du ciel. Oh, oh la disquette. Oh la disquette d'autrefois. Il n'y a plus aucune trace d'amusement dans sa voix. Nous arrivons devant le portail d'un jardin derrière la maison, où le bruit de la fête est étouffé. Il est pratiquement masqué par des rosiers en fleurs et l'ombre d'un sol pleureur. Emmett me fait signe d'entrer sans lui. Bram vous attend. Oh, attends quoi? On a rencard avec le deuxième prince. Le rencard secret. Il a demandé à son frère d'aller nous chercher. Non, ça c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Je lui ai dit que j'avais besoin de passer plus de temps seule avec son frère. Je suis contente de voir que vous m'avez écoutée, dis-je d'une voix étrangement cassée. Vous me connaissez? Excusez-moi, j'ai un moucheron qui me vole autour. Vous me connaissez, réplique-t-il, son visage impassible, terriblement obéissant. J'ai vraiment envie de gagner. J'ai envie. J'ai envie d'aider Emmett, sa rébellion et ma famille. Passer du temps avec Bram m'aidera à remporter cette victoire. Alors pourquoi ai-je l'impression de perdre? Je franchis le portail et Emmett disparaît dans le noir. Je n'ai pas le cœur à le regarder s'éloigner. Bram m'attend au centre du jardin, sous la statue usée d'un ange qui joue de la trompette. Lady Ivy, merci, lance Bram, dont le visage s'illumine en me voyant. Quelle bonne surprise! Ah, j'ai rien dit. J'ai rien dit, c'est pas Bram qui a demandé à son frère. Merci beaucoup. C'est juste son frère qui a fait en sorte qu'on soit au même endroit au même moment. Vous ne vous attendiez pas à me voir? Je ne savais pas à quoi m'attendre. Mon frère m'a juste dit de venir ici. Je dois avouer que j'étais un peu nerveux vu les lieux, mais honnêtement, vous êtes ce que je pouvais espérer de mieux. Aïe, 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 aïe. La confusion doit se lire sur mon visage.
j'ai entendu dire qu'il était malin. Le visage d'Emmet apparaît de nouveau dans mon esprit, son sourire agaçant, ses cheveux apparemment indomptables, ses fichus yeux. Ah, très malin en effet, acquiesce Bram. Cheveux bruns, une main forte sur mon front qui éteint ma fièvre. Emmet est juste quelque chose que je dois repousser. Je ne suis pour lui qu'un moyen d'atteindre mon objectif. Mais comment elle a fait pour... Merci beaucoup. Comment elle a fait pour développer autant de sentiments pour Emmet alors qu'il ne s'est rien passé entre eux? Je comprends pas. Je n'ai pas envie de parler de mon frère, poursuit-il. Ses yeux gris pétillent comme des étoiles. Je n'ai jamais vu cette couleur chez personne. De quoi voulez-vous parler? Merci. Je ne pense pas que je veuille parler en fait. Oh, pardon. Pardon, Bram. Alors, c'est-à-dire en fait, qu'est-ce que tu veux dire par là, mon petit pote? Parce que là, me dis pas que je dois lancer l'alerte canicule. Parce que j'étais pas prête pour ça. Vous étiez prêts? Moi j'étais pas prête. Je dis, moi j'étais pas prête. Il me prend la main et remonte son index le long du mien. Sa peau est chaude. Vous portez ma bague. Merci pour le follow. Merci. Je ne l'ai jamais retirée. Oh, comment tu as tiré en plein son cœur avec cette phrase? Je ne l'ai jamais retirée. Ah, mon cœur fait des bonds. Mais entre nous, règne un calme parfait. Quoi? Ce n'est pas du désir que je ressens, mais la brûlure de l'inévitable. Quoi? Attends, quoi? Comment ça, la brûlure de l'inévitable? C'est-à-dire en fait, alors que je nageais dans la mer, enfant, je me suis retrouvée balayée par une vague. Je suis tombée, le sable a égorgé mes genoux et j'ai craché de l'eau par le nez. Attends, mais quel rapport là? Je suis perdue. Je suis perdue sur la continuité de l'histoire. C'est la première fois de ma vie que je me suis sentie aussi petite. La première fois que j'ai compris ce que cela faisait d'être brinque-ballée par une force sur laquelle on n'a aucun contrôle. J'ai un goût de sel dans la gorge soudain. Ah, d'accord. Parce qu'elle sait qu'elle peut pas contrôler ce qui va se passer. Ivy, il chuchote mon nom, comme s'il prenait plaisir à le goûter. Puis, je suis une gamine, je vous jure. Après un pas assuré vers moi, un pas assuré vers elle, un pas assuré vers elle, il pose ses lèvres sur les miennes. Allez, c'est bon, hop. On n'a pas besoin de ça. Excusez-moi, j'en ai débranché mon micro. On n'a pas besoin d'en savoir plus. C'est bon. Il y a eu le bisou. Il y a eu le bisou. Il y a eu le bisou. Il l'a embrassé sur la bouche. Bam. Ah mais voilà, c'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Oh, il pose ses lèvres sur les miennes. Oh, j'ai besoin de me recentrer. Je vous jure, là, c'est beaucoup de vibrations. Je n'avais jamais été embrassée. C'est plus chaud que je ne l'imaginais. Un peu plus humide aussi. Bon, tu m'étonnes. Pendant une terrible seconde, je me fige. Mais Bram contrôle la situation, parfaitement sûr de lui. Si, allez, on y va pour la galoche. Il a déjà embrassé d'autres filles, c'est évident. Mais à cet instant, je préfère ne pas m'en préoccuper. Je bouge mes lèvres, en harmonie avec les siennes, et passe une main dans ses boucles par réflexe. Elle lui touche les cheveux. Elle se pose des questions, je te jure. Oh là 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 là. Il m'attire contre lui. Oh, ses mains fermement plaquées en bas de mon dos. Oh my god.
Mais ce spoiler! Après tu dis ça, peut-être que c'est pas vrai, hein, mais oh my god, my god, my god, my god, my god. Je continue à attendre de ressentir quelque chose. Ah, elle ressent rien. J'avais imaginé que ce serait un carillon, un feu d'artifice, un tremblement de terre. Mais là, je me demande juste si je fais cela correctement. Elle n'a pas de sentiment. Il faut que je le fasse bien. Je dois lui donner envie de m'épouser. Sinon je ruinerai les plans d'Emmett. C'est tout le pays que je laisserai tomber. Oh, non mais c'est sûr, elle a trop de sentiments pour Emmett. Et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que ça a vraiment l'air d'être un abruti ce mec. Bram finit par s'écarter et me contemple. Il est vraiment d'une beauté renversante. D'une main, je caresse la pointe de son oreille. Mon contact le fait frissonner. Oh, par contre, lui, il en a des sentiments. Oh my god. Oh, elle va en faire un antagoniste. Hein. C'est obligé. Ah mais c'est obligé, elle va le rendre méchant. Elle va lui briser le cœur. Il m'adresse un sourire doux et je ressens enfin quelque chose. Un vide déchirant dans le cœur, la culpabilité. Oh my god. Je dois faire semblant. Alors je lui souris en retour et baisse la tête. Je n'arriverai probablement pas à jouer les amoureux éperdus, mais je peux feindre la timidité. Oh my god. Oh my god, le pauvre. Oh le pauvre. Oh le pauvre, il méritait pas ça. Je dois retrouver ma sœur, dis-je à voix basse. Je vais vous aider, murmure-t-il en réponse. L'impression que Bram me refuserait peu de choses, désormais, m'envahit. Oh, je m'en remets pas de ce qui est en train de se passer, vraiment. Nous revenons vers la maison, quand j'aperçois une petite silhouette recroquevillée sur un banc. Lydia. Elle lève la tête, et je peux mieux voir son visage. Les fleurs dans ses cheveux sont fanées. Bram me suit, tandis que je m'approche d'elle. Elle a cette expression hébétée que je déteste tellement, celle qui me fait craindre qu'elle soit à nouveau partie. Je ne pourrais pas survivre en sachant qu'elle est perdue pour toujours. Je me penche vers elle. Lydia, viens, on va retrouver maman. Elle revient à elle. Oh, lâche-t-elle. D'accord. Bram se place à côté d'elle pour l'aider à se relever. Vous devez être la célèbre Lydia, dit-il gentiment, comme s'il s'adressait à une enfant. Elle le dévisage, soudain consciente de sa présence. Alors que je cherche enfin ce que je pourrais dire pour détendre l'atmosphère, Lydia se plie en deux et vomit subitement sur les chaussures de Bram. Lydia, je m'exclame. Le contenu de son estomac gicle partout sur le gravier et éclabousse les étoiles brodées sur ma robe. Bram, choqué, a reculé. Lady Benton, ça ne va pas. Il sort un mouchoir de sa poche et le tend à Lydia. Je vais chercher maman, bredouille-t-elle, sans le prendre. Est-ce que c'est le fait qu'un homme l'ait touchée par rapport à une malédiction que la reine lui a donnée? Et elle s'enfuit dans la grande maison avant que nous puissions l'arrêter. Je suis désolée pour ma sœur. Oh, et merci pour le livre, lui dis-je par-dessus mon épaule, alors que je m'élance après ma sœur. Je ne suis même pas sûre qu'il m'ait entendu. Je me précipite à l'intérieur, partagée entre l'inquiétude et l'humiliation. La lumière des lustres m'éblouit après l'obscurité du dehors. Les larmes qui montent me piquent les yeux et j'ai la bouche en feu, comme blessée par ce baiser. Bram ne nous suit pas, ce que je comprends parfaitement. Dans la salle de bal, les musiciens jouent toujours, comme si rien n'avait changé. La vicomtesse Bolingbroke ne s'est pas réveillée et les 5 autres filles s'appuient contre un mur à différents stades de lassitude. Marion semble sur le point de s'endormir elle aussi. Olive regarde partout autour d'elle, ce qui lui donne un air totalement désespéré. Amy, fesses et glousse autour d'une
en une rage familière. Lydia et moi, à jamais les deux faces d'une même pièce. Sa blessure se répand violemment, réclame qu'on la voie. La mienne reste enfouie en moi et leste chacun de mes pas. Pourquoi ne peut-elle pas souffrir de façon plus convenable? Pourquoi ne peut-elle pas trouver un moyen de rendre sa douleur aimable? Pourquoi ne peut-elle pas faire en sorte qu'on veuille l'épouser alors que moi, je fais tout ce que je peux? Oh, c'est violent quand même. C'est violent, je comprends, mais c'est violent. Sois plus jolie quand tu pleures. Se retient de dire la partie de moi que je déteste le plus. Oh, sois plus jolie quand tu pleures, mais quelle horreur! Mais quelle horreur! C'est peut-être la source de ma colère contre Lydia. Je suis prête à me marier avec un homme que je n'aime pas pour sauver notre famille. Je suis soulagée que la personne que j'aime le plus au monde soit dispensée de cette corvée. Mais je lui en veux de me laisser tomber. Ma mère se lève, entraînant Lydia avec elle. Je te ferai porter un message demain pour te donner des nouvelles de ta sœur. Je suis désolée, ma chérie. Elle ne voulait pas t'embarrasser. Comment ma mère saurait-elle ce que Lydia veut ou ne veut pas, alors qu'elle ne le sait pas elle-même? Oui, enfin, clairement, elle ne voulait pas vomir toutes ses tripes sur les chaussures de Bram, hein. Faut pas déconner non plus. Lydia lève vers moi son visage noyé de larves et de morve. Je ne voulais pas. Elle ne veut jamais rien, c'est bien le problème. Je l'aime trop pour supporter sa vue dans l'état où elle est. Trop épuisée par la tournure de la soirée, je sors vers les calèches sans escorte. La vicomtesse Bolingbroke pourra bien me rabrouer demain matin pour ma conduite. Je m'en moque. La calèche me dépose devant le palais et je traverse les jardins vers le cottage. Le ciel s'est couvert de gros nuages d'orage qui cachent la lumière de la lune et des étoiles. Je soulève ma lourde robe pour marcher plus vite. Merci beaucoup pour la rose, c'est adorable. Pour marcher plus vite sur l'herbe et tenter de me mettre rapidement à l'abri. L'air sent déjà la pluie. Cela ne devrait pas tarder. Je m'attends à ce que le cottage soit plongé dans le silence et l'obscurité, puisque tout le monde est encore au bal. Mais je sursaute en entendant un froissement de tissu sur la pelouse. Du coin de l'œil, j'aperçois un mouvement. Je crois d'abord que ce sont les autres filles, mais je suis immédiatement détrompée. La reine mort avance vers moi, à quelques mètres seulement, d'un pas parfaitement silencieux. Sa peau pâle est pratiquement bleu spectral dans le clair de la lune, ses cheveux noirs détachés sur ses épaules. Elle porte une robe en soie bleu nuit. Dans sa main droite, elle porte un panier. Mince, comme un animal traqué, un instinct primal me saisit, un réflexe de fuite. Ses yeux noirs me transpercent. J'ouvre la porte. Entrez, je vous en prie, dis-je, parce que la politesse est tout ce qu'il me reste. C'est ma maison ici, réplique-t-elle, avec un sourire serein. Elle me suit dans le salon, où les domestiques ont allumé un feu. Nous franchissons le seuil, à l'instant précis où un déluge s'abat sur le toit et les fenêtres. Puis-je m'enquérir de la raison de votre visite? Dis-je d'une voix vacillante. Non. Ok. Je demande qu'on nous apporte du thé. Cela me semble être la chose à faire, mais je n'en bois pas une gorgée. Je dois tenir la tasse fermement afin qu'elle ne cliquette pas sur la soucoupe, tellement mes mains tremblent. La pendule marque les secondes, de plus en plus lentement. La reine mort ne paraît pas le moins du monde dérangée par le silence accablant. Elle sirote son thé, et je me demande si c'est à cette attente insupportable que ressemble une vie éternelle. À ses yeux, nous ne devons être rien de plus qu'un minuscule point dans le temps. Elle ne se souviendra sans doute plus des filles qu'elle a torturées pour marier son fils, quand cette compétition sera terminée. Je suis soudain surpris de penser que nous ne sommes probablement que la première fournée d'une longue série de candidates. C'est peut-être le manque de sommeil qui me rend trop audacieuse, ou la peur de ne plus en avoir à l'occasion. Mais je pose ma tasse sur la table et me lance. Accepteriez-vous de
Son regard se pose sur moi et elle secoue la tête comme une mère qui tente de garder son calme malgré son exaspération. Non. Une autre question me brûle la langue. Je n'arrive pas à me retenir. Mais savez-vous où elle se trouvait quand elle a disparu? Cette fois, elle répond plus lentement, comme si elle décidait comment réagir. Bien évidemment. Ah ah! Les mots me font l'effet d'un coup de poing. Elle n'était pas dans l'autre monde, j'en suis certaine à présent. Où étais-tu, bon sang, Lydia? La porte de devant s'ouvre. La vicomtesse Bolingbroke et les autres filles sont de retour du bal, dans un concert de gloussements, de froissements de soie et de pas humides sur le sol en pierre. Et soudain, elles se figent toutes, stupéfaites par la présence de la reine morte devant la cheminée. « Asseyez-vous » ordonne-t-elle. Le salon est petit, et avec ce monde, il paraît immédiatement envahi. Olive se perche sur la coudoir de son fauteuil, ses ailes de papillon fanées dans son dos. Marion choisit un siège en face de nous, et Fess, couronnée de sa tiare en coquillage désormais de travers, se serre à côté d'elle. Greer et Émilie s'assoient par terre devant le feu, et je crains que les plumes de pan de Greer s'embrasent. Seulement, j'ai encore plus peur d'ouvrir la bouche pour la prévenir. Apparemment, vous n'avez pas apprécié notre petit jeu aujourd'hui, commence la reine, les sourcils froncés. Il existe peu de choses que je déteste plus que les mauvais joueurs. Mon ventre se tord de terreur. Agrippée au fauteuil, les doigts d'Olive sont tout blancs. Ces leçons sont importantes. Elles me permettent d'apprendre à vous connaître. Bram a besoin de mon aide pour choisir une épouse. L'une d'entre vous deviendra un jour ma très chère belle-fille. Nous ne pouvons laisser une telle décision au hasard, n'est-ce pas? Aucune de nous ne réagit. Nous sommes trop effrayées, furieuses ou pétrifiées pour parler. Elle nous dévisage de son regard perçant, jusqu'à ce qu'Amy finisse par prendre la parole. « Non, madame, répond-elle, et nous l'imitons toutes. Je me rends compte que c'est ma faute, continue la reine mort. J'aurais dû vous donner plus d'instructions. Comment peut-on jouer à un jeu lorsque les règles sont si mal définies? Elle laisse ses mots en suspens et ferme les yeux. Après une grande inspiration, elle semble se détendre, comme si nous voir terrorisés la revigorait. Alors, voici quelques nouvelles règles. La fille qui obtiendra le score le plus bas à la fin de la saison verra sa famille privée de ses titres et de sa terre. Un autre acte d'insubordination et la compétition sera terminée pour vous. C'est compris. Mon sang se glace dans mes veines. Elle nous tuera toutes si nous n'obéissons pas au doigt et à l'œil. Et c'est ainsi que se termine le chapitre